L'étude de la fin du monde, ou de la fin des temps, se nomme eschatologie. Lié à la religion et classé comme pseudoscience, ce domaine concerne pourtant toutes les sciences. Météores géants pour l'astrophysique, inversion polaire pour la géophysique, changement climatique pour la climatologie, supervolcan pour la géologie, guerre nucléaire pour la technologie ou pandémie pour la microbiologie sont autant de fins proposées. Même les scientifiques les plus conventionnels admettent la fin du monde, avec la destruction de la Terre par le Soleil dans plusieurs milliards d'années. Ces derniers affirment que la prochaine catastrophe naturelle ne pourra être que mineure. Le système solaire serait stable. La rencontre entre la Terre et une autre planète de masse similaire n'arriverait qu'une fois tous les 100 000 milliards d'années. Ces événements seraient si rares qu'ils sont, à l'heure actuelle, considérés comme improbables. La géologie actuelle interdisant la disparition récente de continents, des chercheurs envisagèrent de petites îles, englouties par une montée lente et progressive des mers, forçant le départ des populations. Mais un tel événement ne pourrait poser problème que pour une population sédentaire, occupant autre chose qu'un habitat pouvant être reconstruit à la fois facilement et rapidement. Même une population insulaire ne serait pas gênée par une disparition progressive de son lieu de vie, se contentant de passer d'île en île pour atteindre un autre rivage. Il est peu probable qu'un événement aussi banal ait pu générer une légende aussi répandue que celle du déluge. Pourtant, pour que les hommes en aient conservé le souvenir, il aura fallu un choc pour marquer leur mémoire. La théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener est une impasse pour ce genre d'hypothèse, sauf si celle-ci s'effectue en 3 dimensions. Des ressemblances troublantes existent entre 4 immenses chaînes de montagnes. L'Himalaya, les Rocheuses, la Cordillère des Andes et la chaîne du Pacifique, aussi nommée Darwin Rise, un ancien soulèvement de la croûte terrestre de 12 000 km de longueur sur 3 000 de large. Il existe 6 points communs entre ces 4 formations montagneuses. Elles sont ou étaient initialement rectilignes. Elles ont la même étendue, d'une longueur d'environ 12 000 km. L'angle entre chaque chaîne de montagne est d'environ 25 degrés. Chacune d'elles dispose d'un grand plateau central. Ce sont par ailleurs les seules chaînes de montagne à en disposer d'un. Calculée depuis le plateau, la distance entre chaque chaîne est de 10 000 km. Leur plus haute montagne se situe à proximité immédiate de ces plateaux. 4 systèmes montagneux aux données convergentes ne sont pas une simple série de coïncidences. Il doit y avoir une cause à ces points communs. Ceci implique un mécanisme de formation similaire au sein d'une fenêtre temporelle identique et restreinte. Un mécanisme de formation qui différerait de l'actuelle théorie de la tectonique des plaques. Que se passerait-il si la plaque pacifique pouvait remonter de plusieurs kilomètres à la verticale jusqu'à faire surface? Elle ferait émerger un ancien continent et provoquerait le basculement des autres plaques tectoniques selon leur centre de gravité, comme dans un mouvement de domino. À force de mouvements de bascule, les plaques sud-américaines et africaines remonteraient de manière similaire au niveau de leur zone de jonction, permettant l'émergence du fond de l'océan Atlantique en son centre. La dorsale océanique Atlantique remonterait ainsi à la surface, faisant apparaître une île de grande taille située à l'équateur, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Il s'agit d'une nouvelle théorie, le basculement continental. Les continents ne font pas que se déplacer horizontalement. Ils subissent aussi des mouvements verticaux à la fois de grande ampleur et d'une extrême rapidité. Il y a environ 13 000 ans, cette île, de la taille de la Libye et de l'Égypte réunies selon les termes de Platon, fut engloutie au même moment que sa contrepartie orientale, l'ancien continent pacifique, en l'espace d'une journée. Les supervolcans sont considérés comme des coupables potentiels des grandes extinctions du passé.
Mais même un tel volcan ne peut anéantir un continent ou le faire s'enfoncer de plusieurs kilomètres. Un séisme ne s'envisage pas non plus. Certains provoquent des remontées ou des effondrements de plaques de plusieurs dizaines de centimètres, mais en dépit d'une telle puissance, un monde sépare une légère remontée de plaques et celle d'un continent entier à la surface. Pour soulever une plaque de plusieurs kilomètres, la seule possibilité repose dans l'attraction par une force de gravité démesurée. Seuls des passages à faible distance de la Terre d'une autre planète auront pu provoquer le basculement des plaques tectoniques. Les théories actuelles jugent que le mouvement des plaques tectoniques provoque la formation des montagnes, aussi nommée orogénèse. Or, c'est le contraire qui se produit. La nouvelle théorie de l'orogénèse gravitationnelle décrit la formation de montagnes par l'attraction de la croûte terrestre via l'approche d'une planète. La formation et le mouvement des plaques tectoniques n'en sont que les conséquences. La montée et la descente des océans se nomment marées. Sous le passage de la Lune et du Soleil, l'eau est attirée, tandis que de l'autre côté de la planète, celle-ci est repoussée par la force centrifuge. Cet effet de marée s'applique à tous les fluides présents sur Terre, y compris au niveau de la croûte terrestre. À chacun de ces passages, la Lune soulève l'écorce terrestre. En s'approchant de la Terre, une planète provoquerait un effet de marée tectonique, soulevant sa croûte terrestre tout du long de son passage. De gigantesques chaînes de montagnes peuvent ainsi se former en très peu de temps. Il existe 4 chaînes montagneuses principales, et les autres montagnes découlent de leur création. Il y eut donc 4 passages de cette planète destructrice. Lors de chacun de ces passages, les conditions climatiques connurent des changements drastiques. L'atmosphère subit l'attraction, déclenchant des tempêtes à la puissance considérable, avec des pointes à la vitesse du son. Ces vents emportèrent de vastes quantités de sédiments. Les eaux furent attirées du même côté de la Terre. Leur montée charria des sédiments, provoquant en conjonction avec le vent la formation de nouvelles couches sédimentaires. Une fois le passage révolu, à mesure du départ de la planète, les eaux attirées furent libérées et se déchaînèrent à la surface, sous la forme de gigantesques rats de marée. Une partie des eaux terrestres, propulsées à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, resta en suspens entre la haute atmosphère et l'espace proche, retombant sur Terre sous forme de pluies intenses pendant plusieurs semaines. Ces conséquences d'une approche planétaire fournissent une explication scientifique aux légendes de l'Atlantide, du déluge et de sa pluie, tombée sans interruption pendant 40 jours et 40 nuits. Le déluge ne fut pas la seule conséquence du passage de cette planète. L'entrée en éruption de milliers de volcans, due à la fracture de l'écorce terrestre, rejeta d'importantes quantités de cendres vers les hautes couches de l'atmosphère. Ces cendres empêchèrent les rayons du soleil de parvenir à la surface, provoquant une glaciation qui, dans les premiers jours, fit descendre de plusieurs dizaines de degrés la température. Au niveau des pôles, elle put descendre en dessous de -100 degrés. Cette chute brutale de la température fixa d'importantes quantités d'eau au niveau des pôles. Un froid aussi soudain congela rapidement des animaux, comme les mammouths, permettant de conserver leur chair intacte pendant 10 000 ans. Cet hiver intense ne dura que quelques semaines. La retombée des eaux depuis la haute atmosphère emporta une grande partie de ces cendres, ne laissant en suspension que les particules les plus fines. Après la catastrophe, les glaciers augmentèrent, générant une apparente période glaciaire de plusieurs siècles. Les légendes parlent d'un printemps perpétuel dans le passé de la Terre, et, en effet, celle-ci ne devait pas être inclinée autrefois. Augmentant à chaque passage de 25 degrés par rapport à l'axe terrestre, l'angle d'approche montre que la planète destructrice suit une trajectoire stable et qu'elle force la Terre à pencher toujours plus. Avec une Terre initialement redressée, l'angle assumé par chaque passage fournit la chronologie suivante. Les Andes furent créées en premier, les Rocheuses en second, puis vint la chaîne du Pacifique, avant que ne se forme l'Himalaya. Il s'agit d'un phénomène cyclique et très récent.
Merci de votre attention. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Vous pouvez aussi vous procurer mes livres dans la boutique Amazon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les dans la section commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.